Merci d'être là pour regarder ce cours surprise. Et si vous allez jusqu'au bout, vous aurez des fortes chances de découvrir le plus merveilleux tour de magie qui ait jamais été réalisé sur cette planète. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du raisonnement panglossien. C'est un raisonnement assez particulier avec un personnage central qui s'appelle Pangloss. Mais pour ce faire, je dois au préalable revenir sur un concept que nous avons peut-être déjà vu ensemble en cours, qui est le concept du matérialisme méthodologique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais sur le plan des connaissances, sur le plan de l'ontologie des connaissances, vous avez le choix. Vous pouvez être spiritualiste ou matérialiste. Spiritualiste, ça veut dire que vous postulez qu'il y a la matière, et vous postulez qu'il y a autre chose qui n'est pas investigable directement et qui est le lot des exégètes et des interprètes et des gens qui servent d'intercession entre vous et un éventuel au-delà ou une éventuelle entité supérieure avec qui vous communiqueriez. Cette autre chose serait composée du Saint-Esprit, vous voyez, des notions comme ça qui sont soi-disant relevant à moitié du domaine de la connaissance, mais en même temps qui lui échappe parce qu'il n'y a pas moyen de dire des choses sensées dessus, de même que pour les anges, les démons, le paradis, etc. Ou des notions comme la volonté cosmique, sur laquelle on reviendra, ou sur l'inconscient freudien, par exemple. Donc, vous avez la matière, puis vous avez autre chose qui n'est pas investigable par le champ des connaissances, mais il y a quand même autre chose. Voilà. Ça, c'est les spiritualistes qui pensent ça. Et les matérialistes, eux, ils vous disent qu'il y a la matière, au sens large, propriété émergente de la matière, et la pensée serait au cerveau, ce que la contraction est au muscle, vous voyez, ce genre d'image comme ça. Et puis, il n'y a rien d'autre, parce que de toute façon, le reste, on ne peut rien en dire, donc à quoi bon s'empailler sur la couleur des rideaux au paradis? Vous avez libre choix là-dedans. Mais dans la description collective du monde, quand vous faites œuvre de science, quand vous faites de l'œuvre de construction, de connaissance scientifique objectivée, la plus objectivable possible, et bien là, vous n'avez plus le choix. Vous êtes obligé d'être matérialiste en méthode. Vous êtes obligé d'être un matérialiste ou une matérialiste méthodologique. C'est-à-dire, en gros, être laïque. Parce que si vous voulez faire des énoncés scientifiques, et que vous acceptez, en faisant un énoncé scientifique, de faire entrer une entité sans preuve, eh ben vous n'avez plus rien à rétorquer à quelqu'un qui viendrait avec une autre entité sans preuve. Vous aurez saboté la preuve, vous comprenez? Et en fait, en sabotant la preuve, ben, tout est possible, tout devient possible. Et si vous avez accepté sans preuve l'inconscient freudien, par exemple, eh ben vous n'avez rien à rétorquer à un Pikachu sans preuve. Et donc, c'est le festival des monstres. C'est pour ça que j'ai pris la métaphore de la boîte de Pandore, que bon, à l'origine, dans le mythe, c'est une jarre, mais peu importe, vous l'ouvrez. Une fois que vous l'avez ouverte, tous les mots de la Terre sans répondre. C'est pour ça qu'on ne peut pas garder dans la description collective objectivée du monde des énergies qui ne sont pas démontrées, des ondes sans preuve, des voyages astraux qui rapportent aucune information qu'on puisse vérifier, ou l'idée d'une volonté programmante qui guide l'évolution depuis le début, que cette volonté soit un dieu ou soit autre chose. Voilà, ça c'était le préalable. Alors maintenant, le raisonnement panglossien. Le raisonnement panglossien, c'est un trait commun de beaucoup de théories dites controversées, et il consiste ce raisonnement à raisonner à rebours. Alors j'essaie de vous montrer par différents exemples comment ça fonctionne. Première étape, généralement on tombe amoureux d'une thèse, d'une théorisation ou d'un scénario, si vous voulez être plus précis. On tombe persuadé de ce scénario-là en faisant fi des preuves, en cherchant pas spécialement des preuves, juste on sent que c'est le scénario qui nous plaît. En soi, c'est pas très grave, parce que c'est vrai que des intuitions, même si elles étaient complètement saugrenues, même complètement mystiques, même obtenues après consommation de psilocybes, eh bien, elles pourraient s'avérer valides. Mais en général, dans l'histoire des sciences, ça marche pas trop. C'est-à-dire que quand c'est basé que sur une intuition et sur aucun fait, il est très très rare qu'une théorie se révèle être vraie quand même. Généralement, la réalité la balaye. Voilà. Mais de toute façon, même si l'idée, quand bien même vous me sortiriez une idée qui est complètement ésotérique et qui guide ça, et ben, même si c'est la religion qui guiderait une intuition scientifique, c'est les faits et seulement les faits qui pourraient les balayer. Donc c'est pas grave en soi, peu importe d'où ça vient au final. Mais le problème, c'est qu'en faisant fi des preuves, c'est un pari sacrément risqué parce que ensuite vous allez déposer cette théorie dans le mode public et alors là c'est tous les autres qui vont s'acharner dessus, qui vont taper dessus, qui vont la tester, qui vont la détricoter et en gros il vaut mieux faire le travail soi-même au préalable. Mais bon, alors en général le raisonnement panglossien, vous voyez la première étape, ben, on se persuade de la thèse sans preuve. Et plutôt que d'aller glaner, c'est la deuxième étape, le plus objectivement les faits en accord ou en contradiction avec la théorie, eh bien, on fait un tri plus ou moins conscient des faits ou des situations qui viennent à l'encontre de ce qu'on prend pour vrai. En gros, on va virer tout ce qui colle pas avec ce qu'on aime bien, et puis on va garder tout ce qu'on aime bien. C'est une technique qui s'appelle le biais de confirmation d'hypothèse, et qu'on appelle parfois le cherry picking, c'est-à-dire aller chercher des cerises.
On part à la cueillette des cerises en ne sélectionnant que les fruits les plus beaux, les plus mûrs, ceux qui sont exempts de vers de terre, de petits vers, et puis si bien que bon, des vers de terre, il n'y en a pas beaucoup dans les cerises, mais des petits vers, des petits parasites qui ont pondu dedans. Et bien, à l'extérieur, vous allez avoir une collection de fruits magnifiques. On pourrait conclure, à tort évidemment, que la plupart, voire la totalité des fruits de la semaine sont beaux, mûrs et sains. Évidemment, vous avez trié les plus moches, donc on ne risque pas de vous prendre en défaut. On appelle ça le cherry picking, le fait d'aller à la petite cueillette des cerises. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben, ces données triées donnent l'impression de valider la thèse dont vous étiez amoureux au début. Vous avez pigé l'idée? Ça, c'est un raisonnement à rebours panglossien. Je vous donne un exemple. Il y a un complot juif pour diriger les médias. Regardez, un tel, une telle, etc. Ils sont juifs. C'est normal, depuis toujours, ils cherchent à posséder le pouvoir ou la richesse. Vous voyez la structure? On souscrit déjà à un scénario, le complot juif. Quand je dis scénario, c'est-à-dire qu'il n'est pas contradictible. On ne peut même pas imaginer quelque chose qui viendrait à l'encontre. C'est un scénario toujours vrai. Parce que de toute façon, quand bien même vous viendriez avec des cas qui ne vont pas dans le sens, c'est-à-dire avec des juifs qui ne sont pas des postes dans les médias ou des postes, on vous dirait oui, mais celui-là c'est pas pareil, il compte pas, ou celui-là c'est pas vraiment un juif. Et voilà. Et en fait, en gros, en deuxième étape, on collectionne les cas qu'on aimerait voir jouer vrai, les juifs dans les médias, mais en évinçant les cas des juifs qui sont pas dans les médias. Et au final, cette collection prouve donc bien le complot. Vous voyez le principe, le raisonnement, il instille l'idée que le projet, que la finalité est déjà contenue dans les origines, et maintenant, la situation actuelle qu'on constate n'est que la projection de cette finalité. Donc la structure d'un raisonnement à rebours, qu'on appelle aussi panglossien, je vais vous dire pourquoi dans quelques secondes. Une thèse privilégiée, souvent avec un substrat métaphysique, un truc qui nous fait vraiment envie, qui nous donne du sens, vous voyez, un truc qui fait sens, ou qui donne un sens politique, comme les complots par exemple. Il n'y a pas de preuve à l'appui, mais c'est pas grave. Deuxième partie, par cherry picking, on choisit un événement ou un ensemble de faits qu'on estime être illustratif, et on la prend pour preuve de 1. Et ça nous fait tourner dans quelque chose qui ressemble à un argument circulaire. Cet argument circulaire est vrai parce que cet argument circulaire est vrai parce que parfois en zététique on parle d'effet cerceau, ça tourne parfois en rond. Pourquoi Pangloss, vous disais-je? Parce que dans Pangloss c'est un personnage du livre de Candide ou l'optimisme de Voltaire que vous avez peut-être étudié au bac si vous avez fait une terminale classique. Vous avez peut-être eu ça au programme. Un livre assez merveilleux où Candide lui arrive que des misères, sa femme aussi, et il y a un prof qui le suit partout qui s'appelle Pangloss et qui est prof de cosmo, niglolo, théologo, je sais plus quoi. Et il y a toujours un raisonnement à rebours comme ça, et on l'a pris comme illustratif de ce mode de raisonnement. Voici un extrait. Il est démontré que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Vous voyez, parfois on appelle ça des raisonnements téléologiques, avec une finalité ultime qui nous mène à ça. Un des personnages qui est souvent illustratif, utilisé, le pauvre, comme support de cette pensée illustrative, c'est Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, un texte sur les melons absolument incroyable. Il y en a beaucoup comme de fruits qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes, d'autres pour sa main, comme les poires et les pommes, d'autres beaucoup plus gros, comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en famille. Il y en a même aux Indes, comme le Jacques et chez nous la citrouille, qu'on pourrait partager avec ses voisins. Vous voyez, c'est 1784. Bon, peu importe que si Bernardin de Saint-Pierre pensait comme ça tout le temps ou pas, en tout cas, vous voyez, l'idée c'est que Dieu a mis à disposition ça. La preuve, c'est qu'il y a des petits dessins qui nous donnent l'impression que c'est prédécoupé. Je vais vous donner quelques raisonnements panglossiens à la volée, comme ça. Au loto, je trouve que c'est un cas assez stimulant, parce qu'on se trompe souvent entre la probabilité de gagner, nous, et la probabilité que quelqu'un gagne. La probabilité que vous gagnez ou que moi je gagne, elle est assez basse. J'espère que vous vous en êtes rendu compte avant de jouer. Mais par contre, la probabilité que quelqu'un, si on précise pas qui, gagne, cette probabilité, elle est assez grande. Alors ce qui est marrant, c'est que si on gagne, ce qui est rare, mais si on gagne, on se dit « Ah, bah, j'ai bien joué, j'ai joué les bons numéros ». Et on se prête la capacité d'avoir bien choisi les bons numéros, d'avoir deviné à l'avance les numéros qui allaient sortir. Par contre, si on perd, on se dit « Ah, bon ben, j'avais pas de chance ». Mais on se dit jamais qu'on a mal joué ou qu'on n'a pas deviné les bons numéros. Vous voyez, une sorte d'espèce de double standard d'évaluation de la situation. Donc, on joue en demandant à avoir de la chance. 2, le hasard tombe sur nous, sans voir que ça aurait pu être n'importe qui d'ailleurs. Et alors, on y voit un signe qu'on a de la chance, que c'est un coup de pouce du destin, etc. Et on commence à tourner en rond. C'est ce qui fait dire une phrase à Nietzsche dans Le Gai Savoir, qui est un ensemble, c'est un livre de 1889 de mémoire. Vous avez un ensemble d'aphorismes. Et il y en a un, 285 ou 235, je ne me rappelle plus.
il y a une phrase très simple qui dit « Nul vainqueur ne croit au hasard ». Et vous verrez, on la retrouvera un peu tout à l'heure. Cette phrase « Nul vainqueur ne croit au hasard ». Autre forme de raisonnement panglossien, celle-là je l'utilise en cours parfois. Si on avait dû considérer, il y a 100 ans, en 2020, au mois de février 2020, jour pour jour, la probabilité, ou en mars 2020, que nous soyons tous ici, en train de, vous tous, là, de me regarder moi maintenant, mais pas une de plus, pas une de moins, réunis pile à cette heure-là, hein, et ben, si on avait dû raisonner ça il y a 100 ans, la probabilité aurait été immensément faible, au point qu'il aurait probablement fallu, sur le plan thermodynamique, l'âge de plusieurs univers pour que ça se produise. Faut-il y voir un signe du destin? Alors oui, on croit au destin. Bon, la probabilité était très faible qu'on soit aujourd'hui réunis. On enlève toutes les autres répartitions qui auraient pu être possibles, genre pas moi, un autre prof ou une autre prof, pas vous, tous les autres, mais pas vous, tous les autres et vous, sauf un de plus. On enlève tous les autres cas. On prend que celui-là, on raisonne à rebours dessus et on y voit un signe du destin. Alors je veux bien croire que le destin nous lie en ce moment même, mais vous voyez, n'importe quelle configuration, j'aurais pu tenir exactement le même discours. C'est l'un des pièges du raisonnement panglossien. Alors, méthode de détection de ce raisonnement. La forme, c'est plus ou moins un syllogisme. Vous savez, Socrate, les humains sont mortels, Socrate est un humain, donc Socrate est mortel. Vous voyez le truc avec une majeure, une mineure, puis une conclusion. Donc là, les trois étapes, c'est celle-ci, avoir une théorie, je répète, hein, qu'on privilégie, car le scénario où la théorie fait sens au plan métaphysico-politique. On exerce volontairement ou non, je ne dis pas qu'on le fait toujours exprès, mais un tri statistique des cas, un biais de sélection, en extrayant ce qui colle avec notre théorie, le fameux cherry picking, et puis intuiter sur la base de cet exemple la validité de la dite théorie, du fait justement de l'extraordinarité statistique de la situation. Voici un autre exemple, l'arbre de l'évolution. Moi, je l'ai étudié comme ça, l'arbre de l'évolution. Pas exactement comme celui qui est sur le dessin, là, qui est celui de Haeckel, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez, l'arbre, c'était une façon de montrer les ramifications familiales, entre guillemets, les proximités qu'il pouvait y avoir entre les espèces. Le premier arbre, je crois que c'est un Français qui avait fait ça, qui s'appelle Augustin Augier, dont on sait très peu de choses au final. C'est à l'orée du début du 19e. Et Darwin en a produit un, etc. L'arbre d'évolution en tant que tel, il vous donne les liens phylogénétiques des espèces entre elles, et ça s'est affiné avec le temps, évidemment. Au début, c'était ridicule, un petit peu ridicule, et puis maintenant, c'est devenu très, 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 très puissant. Mais le problème avec cet arbre, c'est son tronc. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien le tronc, on part des êtres les plus simples, les unicellulaires quelconques, et on va où? On va vers l'homme. Même pas la femme, l'homme. Vous voyez, on met l'humain tout en haut, comme si nous étions l'aboutissement de toute cette colonne. Et cet arbre de l'évolution que moi j'ai appris à l'école, hein, c'est ça qu'on m'apprenait. Maintenant, vous, dans votre génération, vous avez peut-être la chance d'avoir étudié plutôt une structure sphérique en boule, qui est beaucoup plus juste sur le plan intellectuel. Elle évite le raisonnement panglossien. Pourquoi? Parce que au centre, vous avez l'ultime ancêtre commun qu'on appelle Lucas, qui est au centre, qui est le premier être qui a ramifié tous les autres, le premier être vivant qui a ramifié tous les autres. C'est pas le premier être vivant, mais c'est le premier être vivant ayant eu toute la descendance qu'on lui connaît. Et les branches qui s'arrêtent en cours de route, ici, là, que vous voyez peut-être avec mon curseur, sont des branches des espèces éteintes, et puis les branches, et puis tout ce qui arrive tout au bout là, c'est ce qui existe en ce moment même, et qui est toujours actuel. Et donc vous voyez, l'humain, il est par exemple peut-être probablement ici, juste au bout du petit stylo. Et auquel cas, ça nous décentre complètement de l'axe, de la structure ligneuse du tronc. En gros, il y a vouloir lire dans l'évolution, l'avènement de l'humain, enfin, on pourrait se faire remplacer par un ver de terre qui se mettrait tout en haut et qui dirait, mais non, c'est moi l'aboutissement de toute l'évolution, regardez. Ou une salade pourrait tenir exactement le même discours, puisque les salades existent encore en 2020, et effectivement, ont traversé les 4 milliards d'années qui se sont écoulées. Donc, vous voyez, on se considère comme le fruit d'une volonté programmante, parce qu'on a une haute estime de nous-mêmes, nous les humains. 2, on s'extasie du chemin extraordinaire et semé d'embûches parcouru depuis Lucas, l'ancêtre commun ultime, et on tient donc la preuve qu'on est le fruit d'une volonté programmante. Pourquoi pas Dieu? Vous allez voir la nuance. Vous voyez, n'importe quel être humain, c'est ce que je disais, pourrait argumenter du fait qu'il est ici maintenant. Donc se placer en haut de l'arbre de l'évolution, c'est une bêtise. D'ailleurs, l'arbre de l'évolution, c'est une bêtise. Il vaut mieux opter pour une représentation d'un buisson sphérique qui ne privilégie pas une direction vers nous. J'insiste bien sur la volonté programmante, et non pas sur Dieu, parce que
depuis un certain temps maintenant, depuis une longue histoire de différents procès, il est interdit de vanter une religion par rapport à d'autres, notamment aux États-Unis où les enjeux sont assez forts là-dessus. Il y a un premier amendement aux États-Unis qui interdit de privilégier une religion par rapport aux autres. Alors les courants dits créationnistes, ou ceux qui veulent réintroduire de la spiritualité ou des dieux à l'intérieur des connaissances, prennent des formes de lobby avec des gros moyens et essayent de faire re-rentrer. Mais s'ils arrivent avec le Dieu en main, évidemment on leur ferme la porte. Alors ils ont opté pour une stratégie de contournement, une stratégie en coin. Les wedge documents ont montré ça, hein, des documents qui montraient qu'il y avait une stratégie voulue de contourner le problème en passant non plus avec un Dieu, mais avec une simple volonté programmante. Pourquoi pas Dieu? Voyez. Et cette stratégie, mûrement réfléchie, a été lourdement financée par le Discovery Institute, par la fondation Templeton et des mouvements comme ça, conservateurs religieux. Et le raisonnement central chez eux, c'est de prôner l'intelligent design, donc le dessin intelligent. Pas dessin au sens un dessin, une volonté intelligente qui guiderait les processus. Un, quelque chose d'intelligent a voulu que le monde soit ainsi. Deux, pour preuve, l'état actuel est là et il pouvait en être autrement. Il ne pouvait pas en être autrement, donc quelque chose d'intelligent a voulu ça. Alors ce raisonnement, il prend généralement deux formes. Il faut que vous les connaissiez, ces deux formes, parce que c'est celles qui reviennent pratiquement tout le temps. La première, c'est ce qu'on appelle la complexité irréductible. Et la deuxième, le fine-tuning, souvent comme ça qu'on dit, mais c'est le fin ajustement, le fin ajustement. Soit la complexité irréductible, soit le fin ajustement. Alors l'argument de la complexité irréductible, il est hyper vieux. Je crois qu'on le retrouve... je sais qu'il y a des auteurs latins du 1er siècle qui en parlent, hein, mais de manière un peu cossue, un peu documentée. Vous avez la théologie naturelle de William Paley, le révérend Paley, qui avait écrit ça en 1802, je crois que c'est traduit en 1813 en France, et qui est resté célèbre, une des parties de son texte est restée célèbre, c'est la question de la métaphore de l'horloger. Il est sensiblement, cette métaphore de l'horloger est sensiblement la trame de la complexité irréductible. Il n'est pas possible de comprendre la complexité d'une horloge, qu'on trouverait par terre par exemple, sans postuler un horloger, un concepteur intelligent. Donc je vous ai mis une horloge. Et de même, c'est ce que fait William Paley, il fonctionne par analogie, il n'est pas possible de comprendre la complexité de X, un organe, l'univers en particulier, en détail ou en ensemble, un organisme, une structure de protéines, etc., sans postuler. Alors à l'époque, il ne dit pas ça évidemment, mais vous allez voir que les collections, vous trouverez un nombre d'exemples assez inouïs, de s'extasier, d'extase devant la complexité de quelque chose, et de dire que de là, on ne peut pas s'en sortir sans postuler un horloger ultime, un designer. Vous voyez l'idée? Donc, il y a un horloger ultime. La preuve, c'est que telle ou telle chose est trop complexe pour être explicable, et donc il y a bien un horloger ultime qui a créé tout ça, sinon c'était trop improbable. Alors, un exemple que j'avais potassé avec mon ami Cyril Barrett, Dieu a créé la Terre et ses habitants lors de la Genèse, c'est un des discours que l'on trouve créationniste classique. Regardez le panda géant, c'est un animal extraordinaire, il mange des feuilles de bambou avec un estomac de carnivore, il est vraiment trop bizarre pour être le fruit du hasard. Pire que ça, en plus il est capable de mourir alors qu'il est entouré de plein de nourriture qui n'est pas du bambou, mais qu'il pourrait manger, parce qu'en captivité, on arrive à lui faire manger des trucs. Bref, il est omnivore en captivité, il mange que du bambou quand il est dehors, et il est capable de mourir de faim quand la bambouseraie meurt. Donc c'est tellement bizarre qu'il ne peut pas être le fruit du hasard, il a forcément été créé comme ça. C'est ça la trame de la complexité irréductible. Il est trop complexe pour être le fruit du hasard. Donc on souscrit déjà au créationnisme, on sélectionne arbitrairement un cas à première vue bizarre, c'est du cherry picking classique, sans chercher d'ailleurs à savoir si la physiologie du panda s'explique sur le plan évolutif, et c'est le cas, elle s'explique, et c'est très bien décrit maintenant, et on prend ce cas comme preuve du créationnisme. Vous voyez, ça tourne toujours un petit peu de la même façon. Et on vous fera le coup sur le panda, on vous fait ça sur la structure du spermatozoïde est trop complexe, on peut vous le faire sur la synthèse des protéines, elle est si finement réglée, c'est si complexe et si bizarre et si ajusté que c'est improbable que ce soit au hasard. Ici, je vous ai mis un petit exercice sur le panda, si vous avez envie d'aller vous éclater et pousser plus loin la réflexion sur ce petit turcidé. Donc, vous notez bien la structure de l'analogie. 1. Une montre est complexe. 2. Une montre est l'œuvre d'un horloger ou d'un créateur. Donc 1 bis, l'univers est complexe. 2 bis, alors l'univers a un horloger ou un créateur. Maintenant, si je vous en fais une autre, analogie similaire que j'ai piqué à un gars qui s'appelle Crespin. 1. La poule est un animal. 2. Les poules pondent des œufs. 1 bis, un chat est un animal. Alors les chats pondent des œufs. Vous voyez que ça cloche, cette analogie-là cloche.
elle ne fonctionne pas très bien. Le fine-tuning maintenant, le fin ajustement. Là, vous avez une volonté, un dessein qui a voulu que la vie apparaisse et que nous soyons là. Et deux, la preuve, c'est que si le moindre détail n'avait pas collé, comme la distance Terre-Lune par exemple, et que c'était pas très bien agencé, que c'était un peu plus loin ou un peu plus près, alors ça serait pas arrivé, soit parce qu'on aurait été décalé dans notre orbite, on ne serait pas allé, on ne serait pas à la bonne distance du Soleil, ce qui fait que la température serait pas bonne, et là, ça serait pas arrivé. Donc, il y a bien une volonté qui a voulu ça. Alors là, il est temps de dissocier deux choses que vous retrouverez parfois dans les discussions, ce qu'on appelle les principes anthropiques. Pas comme l'entropie, mesure du désordre, hein, anthropique, A-N-T-H, l'entropie, l'humain, quoi. Écoutez bien la différence entre ces deux phrases. Nous devons prendre en compte que notre position dans l'univers est nécessairement privilégiée, au sens où elle doit être compatible avec l'existence d'une forme de vie évoluée, puisque nous sommes là pour l'observer. Ça prouve bien que tout est bien fait, ce qui fait qu'on est capable d'en parler maintenant. Voyez, on appelle ça le principe anthropique faible. En gros, si ça n'avait pas été comme ça, on ne serait pas là pour en parler. Là, c'est vrai, mais parfois on dit que c'est un truisme, c'est-à-dire c'est une phrase un peu bidon, quoi. C'est vrai, mais c'est bidon. Le monde est assez bien fait pour qu'on soit là pour en parler, si vous voulez. Mais on ne peut pas faire grand-chose avec ça. Principe anthropique dit faible. Par contre, le principe anthropique fort, l'univers doit, au sens d'obligation, avoir des lois et des paramètres fondamentaux dans le but que des êtres élaborés comme nous puissent y apparaître. Ça, c'est le principe anthropique fort. C'est dans le but qu'il y a le but qui est déjà dans les prémices et qui pousse vers ça. Ça, c'est le principe anthropique fort. C'est lui qui est téléologie, qui nous fait raisonner sur une cause ultime qui a mené à tout ça. Et donc, celui-ci, ce raisonnement, il est merveilleux, il fait rêver, c'est très très beau, mais il est panglossien. Et à ce titre, c'est un raisonnement à rebours au détriment de plein d'autres considérations et d'un tri statistique des données assez puissants. Les termes principes anthropiques faibles et forts, on les doit à un type qui s'appelle Brandon Carter, qui continue toujours à enseigner, je crois, à Paris. L'archétype des gens qui défendent le fin ajustement, c'est Igor et Grishka Bogdanov, grand vendeur de livres devant l'éternel. Et je dis l'éternel, c'est pas pour rien, c'est la structure classique et qui viennent parfois présenter à la télévision de ces gens qui défendent l'intelligent design. D'ailleurs, en fait, ils sont catholiques, mais ils se présentent comme intelligent design. C'est de dire, si le monde, si dans les constantes cosmologiques, qui sont si finement réglées, si on avait détraqué à la 15e décimale ou au 15e rang, on avait changé une virgule, un tout petit détail, alors le monde serait resté chaotique. Et donc, on ne pourrait pas être là pour en parler. Ce qui prouve bien que ça a été voulu, tout ça, parce que c'est trop improbable que ce soit pile réglé comme ça pour. Moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à un épisode que je crois avoir lu dans les Schtroumpfs quand j'étais petit, où vous avez un Schtroumpf qui est là et il prend une flèche, il prend un arc, il se bande les yeux, il ferme les yeux, enfin il s'est bandé les yeux donc peu importe qu'il les ouvre ou pas, et il tire une flèche dans la forêt, paf, elle va se planter dans un arbre et il cherche après sa flèche et puis il va dessiner la cible autour de sa flèche et il est content. C'est exactement la structure, je trouve, d'un raisonnement panglossien comme ça. Alors, les raisonnements panglossiens dans la vie, moi j'en vois c'est assez remarquable de les rencontrer quand on discute des complots, c'est extrêmement fréquent. Donc on cherche d'abord le coupable, on prend le coupable qui nous plaît bien, puis on va, à l'exclusion de plein d'autres preuves, chercher les preuves qui nous confortent dans notre idée, ce qui nous fait désigner le coupable que l'on voulait. Et ça marche très bien sur la plupart des complots. Des fois, ça a des formes un peu plus retorses. Le fameux quand on veut, on peut. Quand vous avez des gens comme ça qui ont fait une énorme carrière, qui sont devenus milliardaires, ou qui sont des grands footballeurs, ou qui sont des grands acteurs, et qui vous disent oui, mais moi j'ai commencé dans la fange, j'ai commencé dans un petit quartier ou dans un ghetto, où j'étais un gamin des bidonvilles, et maintenant j'en suis là. Regardez quand on veut, on peut. Regardez, moi je m'en suis sorti, et je me prends moi comme preuve de ça. Ce raisonnement-là est typiquement panglossien. C'est-à-dire que prenez quelqu'un qui s'en est sorti, qui est devenu milliardaire en partant d'un bidonville, je sais pas, de Caracas par exemple. Et ben, quand il vous dit regardez, je m'en suis sorti, déjà il va vous raconter une histoire qui fait croire qu'il a le mérite lui-même en l'ayant voulu de s'en sortir, en faisant fi de tous les cas où c'est le hasard qui lui a filé un coup de main, les coups de chance que n'ont pas eu les autres potentiellement, et puis surtout il fait fi de tous les autres gamins du tiers-quart qui eux ont jamais eu la même chance que lui. Donc il fallait bien c'est un peu comme au loto si vous voulez. Et on se prête, la responsabilité et la gloire du résultat. C'est pour ça que je vous disais cette phrase de Nietzsche, nul vainqueur ne croit au hasard. Et moi aussi, je pourrais faire pareil. Moi, je viens d'une famille populaire, j'étais le premier à passer des diplômes,
Et je pourrais me dire, regardez, j'ai voulu m'en sortir, donc tous les gamins qui n'ont pas de diplôme peuvent s'en sortir. Non, quand je regarde à rebours, et ben, je me rends compte que j'ai eu de la chance à certains moments. J'ai fait des rencontres fortuites, mais qui m'ont été utiles et que d'autres n'ont pas eu. On m'a mis quelques livres dans les mains et j'ai eu de la chance pour ça. En fait, je ne me dois pas grand-chose à moi-même si je suis arrivé là où j'en suis. Des fois, j'ai envie de raconter que c'est grâce à moi, je suis assez héroïque, je me suis extrait de la fange et du marécage, mais je crois que c'est une illusion cognitive très forte qui ressemble au raisonnement panglossien. Alors maintenant, avant de finir, pour déjouer ça, j'insiste un peu, je vous conseille de A, repérer que la théorie privilégiée est justement privilégiée au détriment d'autres. Posez-vous la question sur les vôtres, posez-vous la question sur vos théories, de la même façon que moi je dois me poser les questions sur mes théories privilégiées. Repérer si la théorie en question n'est pas un scénario incontradictible au sens de Popper, c'est-à-dire un scénario qui sera toujours vrai et il n'y aura jamais de contre-argument qui pourrait permettre de contredire ça. Voir le biais de sélection qui s'opère en cherchant des contre-exemples. C'est plutôt en cherchant des contre-exemples qu'en allant chercher des choses qui nous confortent, que nous verrons si les théories sur lesquelles on s'appuie tiennent ou pas. Et de fait, vous verrez très vite que les argumentaires type panglossien s'effondrent. Alors pourquoi on tombe dans ce type de piège ? Est-ce que notre cerveau, il est prédisposé à ça ou pas ? C'est difficile à dire. Je pense qu'il y a une prédisposition. Bon, il faudrait aller trop loin. C'est pas le sujet. De toute façon, l'idée, c'est d'éviter de tomber dans ce type de piège, que ce soit inné, acquis, mélange, peu importe. Le vocabulaire créationniste y est pour quelque chose. Parce qu'en biologie, même des enseignants, même de haut niveau, sont capables de tomber dans des mots téléologiques. Quand on utilise des pour, je sais pas moi, tel insecte a eu pour stratégie de faire ça pour tromper telle autre bestiole qui voulait faire ça. Mais alors que c'est pas pensé, vous voyez, c'est un impensé. C'est un tamis de l'évolution qui va faire. Bon, il n'y a pas d'intention cachée dans la larve de la chenille quand elle opte pour tel poil urticant ou qu'elle a l'innovation des poils urticants qui se révéleront utiles alors que d'autres l'ont créé avant puis ça leur a pas été utile. Le pour est à bannir en biologie. Le biais de confirmation d'hypothèse, méfiez-vous, mais même dans le reste de votre vie, c'est un des rares trucs à retenir par cœur. Méfiez-vous, nous avons tendance à nous conforter et à nous réconforter avec des biais de sélection qui servent nos propres intérêts et nos propres croyances. Et la séduction d'une volonté derrière chaque processus, intelligent design ou autre, généralement ça nous donne une morale toute faite, une morale immanente, et j'ai l'impression qu'il y a une certaine peur chez l'humain, qu'elle soit nourrie ou qu'elle soit euh, innée de notre cerveau, hein, c'est qu'on a peur de ne pas avoir de support moral et que donc se rassurer en se disant qu'il y a un destin ou qu'il y a une main invisible, un dessein intelligent qui nous guide, j'ai l'impression que ça nous rassure. Alors conseil à celles et ceux qui ne veulent pas raisonner comme Pangloss, eh ben, je vous conseille de bannir de la science les pourquoi téléologiques. La science n'est pas là pour répondre au pourquoi, elle ne vous dira pas pourquoi vous êtes là, pourquoi vous, pourquoi dans ce corps-ci, dans ce corps-là, et pourquoi maintenant, et pourquoi vous êtes malade, et pourquoi vous n'êtes pas malade, et voilà, pourquoi laissez-les aux prêtres et aux clergés et aux imams, et voilà, c'est pas du domaine de la connaissance. Voilà, bannissez de la science les pourquoi téléologiques, méfiez-vous et méfions-nous de nos propres attentes, et essayons de ne pas chercher du sens métaphysique caché. Au pire, si on veut vraiment créer un sens métaphysique, eh ben, inventons-le, ça s'appelle la politique, et donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Et le tour de magie. J'avais promis le tour de magie, je vous le fais. Regardez bien, vous allez en tomber de votre chaise. Regardez bien mes doigts. 1, 2, 3. Oh, incroyable. Oui, c'est consternant, mais n'empêche que auprès des enfants, ça marche très bien. Je vous souhaite une excellente journée.